Je vais juste laisser le chat ici. Voilà. Donc, bonjour. Nous sommes le 2 septembre 2021 pour ce cours de panorama de la littérature française. C'est le premier semestre de 2021. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ça va? Je pense que oui. D'accord. Et donc, le but du cours d'aujourd'hui, c'est de commenter, de parler, de débattre les romans L'étranger d'Albert Camus. J'espère que vous avez quand même réussi à le lire. Et donc, je vais faire quelques commentaires sur les romans et quelques rapports avec tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent sur l'existentialisme. De manière générale, il y a une connexion très forte entre les romans, L'étranger, de Camus, et la pensée ou la philosophie de l'absurde de Camus. Mais cela ne se résume pas, ou on n'est pas censé, on n'est pas obligé de ne voir de rapport qu'avec la philosophie de l'absurde de Camus, mais c'est possible de voir aussi des connexions avec la pensée de Sartre, surtout certains sujets discutés ici. Ou à partir du texte de Sartre, l'existentialisme est un concept, d'accord? Et c'est ce que je vais essayer de faire ici pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, en fait, toute cette discussion autour du roman peut vous aider quand même à penser à la dissertation que vous allez faire, n'est-ce pas? Vous allez écrire des 30 à la fin du semestre. Ça peut servir aussi à penser comment analyser une œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vous demande une analyse derrière. Et voilà, d'accord? Donc, je vais essayer d'ouvrir des possibilités, des portes pour la dissertation, pour la discipline et aussi pour votre vie en rapport à la littérature. N'est-ce pas? Tout d'abord, avant de commencer, est-ce que quelqu'un veut commenter, faire un commentaire quelconque sur les romans ou poser une question tout d'abord à propos du roman? Et je vois ici le message. Bonjour Lázaro, Érica, Joana. Pas de questions? J'ai un commentaire à faire, professeur. Ah oui, Ana Caroline. Ana Caroline, vas-y. Merci. Je pense que c'est un peu la justification du meurtre, soit qu'il faisait trop chaud et que le soleil était trop fort. Je ne sais pas, je pensais que c'est un peu drôle et c'est l'absurde. Pour moi, c'est l'explication. Oui, en fait, ça c'est un bon commencement, un bon début pour cette discussion, parce que tu as apporté l'idée d'absurde. C'est absurde de justifier le meurtre, l'assassinat, en raison du soleil, de la chaleur, etc. Et je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos que je vous ai indiquées. En fait, je vous ai indiqué plusieurs vidéos sur Camus et sur les romans spécifiquement. Et il y avait, j'oubliais en fait
les noms du monsieur, mais ce sont les vidéos centrées sur un monsieur. Et en fait, il me semble que je ne sais pas, je ne connais pas son nom, mais son canal sur YouTube s'appelle Une œuvre en 15 minutes, quelque chose comme ça. Et j'aime bien ces commentaires. Ils sont très français, si j'ose le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup sur l'explication du texte. C'est-à-dire que au lieu de faire des réflexions, des conjurations à partir du livre, il se centre sur la lecture du texte et l'explication détaillée des morceaux du texte. Et à un moment donné, il y a parce qu'en fait, je partageais avec vous, si je ne me trompe pas, 4 vidéos de ce monsieur. Parce que dans une vidéo, il fait un commentaire général sur l'œuvre. Dans une autre vidéo, il fait un commentaire sur l'incipit du livre, c'est-à-dire l'ouverture du livre. Il fait un commentaire précis, détaillé sur le meurtre de l'arabe. Et puis, il fera un autre commentaire sur l'excipit, c'est-à-dire la conclusion ou la dernière scène du livre. Et à un moment donné, pourquoi je parle de cette série de vidéos de ce monsieur du canal Une œuvre en 15 minutes? C'est parce qu'à un moment donné, il utilise le mot absurde. Et c'est important de faire la différence entre l'usage courant, commun, au sens commun du terme, absurde, et l'essence philosophique de Camus, absurde. Il y a une chanson de Lobão dans laquelle il dit que absurdo é tudo aquilo que não se entende. C'est très, on va dire, cliché, n'est-ce pas? Absurde, c'est tout ce qui n'a pas de raison, d'explication raisonnable, d'explication convaincante, n'est-ce pas? Par contre, dans l'essence philosophique de Camus, comme nous avons vu la semaine dernière, nous avons parlé assez rapidement. Là, je me rends compte que je ne vous ai pas indiqué les pages à lire. Je vais le faire aussi. Mais l'essence absurde de Camus, c'est plutôt les silences du monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans notre existence, si vous vous souvenez bien de la discussion de la semaine dernière, j'avais parlé de Camus va dire dans le mythe de Sisyphe que la vie n'a pas de sens. A vida não tem sentido. Souvenez-vous de cette explication. Et en fait, quand il dit que la vie n'a pas de sens, ce n'est pas que... c'est tout d'abord, c'est différent de Sartre, parce que pour Sartre, nous avons vu dans le texte l'existentialisme est un humanisme, que l'essence de la vie est la construction ou l'accumulation d'expériences, d'événements de la vie, n'est-ce pas? Par contre, pour Camus, il va dire que la vie n'a pas de sens. Et en fait, c'est ça, en fait, l'absurde, c'est la prise de conscience de ces manques ou de cette absence de sens de la vie. Et en fait, quand on se rend compte que la vie n'a pas de sens, on demande au monde quelle est l'essence de la vie. Et en fait, le monde nous rend un grand silence. Et au moment où on insiste dans la vie, souvenez-vous que Camus pose une question philosophique sur le suicide en tant que problème philosophique, c'est-à-dire, si la vie n'a pas de sens, pourquoi on insiste dans la vie, n'est-ce pas? Et il va chercher des explications non
des explications non transcendantales. C'est-à-dire, il ne va pas chercher d'explications pour l'insistance dans la vie ailleurs, c'est-à-dire dans la religion, dans la spiritualité ou le mystère, etc. Il va chercher des explications pourquoi on insiste dans la vie dans un sens existentialiste. Et je vous ai donné 3 éléments. C'est la passion, la révolte et la liberté. Ça, c'est tout ce que nous avons discuté jusqu'au cours précédent, pas aujourd'hui. Et donc, l'absurde, selon Camus, c'est cette prise de conscience de l'absence de sens de la vie. C'est-à-dire, la vie n'a pas de sens, n'a pas d'explication, etc. Donc, ça, c'est un sens, le sens de l'absurde selon la philosophie de Camus. Mais on utilise, et là je reviens à la question d'Anna-Caroline, je fais toute une introduction pour répondre, parce que quand on lit les romans, on peut utiliser les mots absurdes pour expliquer plusieurs passages de ce roman. Un de ces passages, on peut expliquer à partir de cette notion courante d'absurde. Quand je parle je dis des notions courantes, c'est le sens courant, normal, non philosophique du terme. Absurde, tout ce qui n'a pas d'explication raisonnable, n'est-ce pas? Parce que il y a quelque chose dans ce... tout d'abord, dans le meurtre, dans l'assassinat, il y a ces manques d'explication, de raison pour l'assassinat. Quand il dit que c'était le soleil, la chaleur, le motif pour lequel il a tué l'arabe, c'est absurde dans ce sens. Ça n'explique pas. Nous avons cette impression que ça n'explique pas. Un autre côté absurde, c'est-à-dire non raisonnable du roman, c'est le jugement. Parce que je vais entrer dans cette discussion plus tard, mais peut-être vous vous êtes rendu compte qu'on ne juge pas le crime, mais plutôt la personne. N'est-ce pas? Il est jugé par son comportement et pas par son acte. Ça, c'est quelque chose de bizarre aussi. Et ça, peut-être on aurait même pu parler d'un côté kafkien, c'est-à-dire qui fait penser à l'absurde des livres de Kafka, l'écrivain tchèque. Si je ne me trompe pas, il était tchèque, malgré le fait d'écrire en allemand. Voilà. Donc, c'est ça pour cette ouverture. Et tout d'abord, pour essayer de faire un commentaire général sur ces romans, et en utilisant, je veux dire, faire un commentaire général à partir des discussions précédentes, à partir de sujets traités ici à propos de l'existentialisme. Donc, moi, je voudrais commenter la présence de la mort. C'est un thème, un sujet très fort dans ces romans. La question de la liberté aussi est un autre sujet important. Il y a le sujet du tragique. Je vous explique encore en détail la présence du tragique dans ce roman. Et il me manque encore un autre sujet, non, c'était pas l'amour. J'avais un 4e sujet à traiter, ça reviendra pendant le cours.
Et donc, je vais, les commentaires, plus ou moins, ça va tourner autour de ces sujets-là. Euh, non, ce n'était pas le désir, Anna Carolina, mais c'est le désir aussi, c'est un sujet intéressant à traiter. Ou peut-être de façon négative, n'est-ce pas? Ce n'est pas le désir, mais le manque de désir, l'indifférence du personnage, l'absence de désir qu'il montre par rapport à la vie, à Marie, sa copine, Raymond, son voisin et son ami. Donc le désir, moi je dirais que le désir dans ces romans, c'est une figure négative. Quand je dis négative ici, c'est que sa présence se fait de façon négative, c'est l'absence de, c'est-à-dire c'est une caractéristique non positive dans le sens de présente, mais négative dans le sens d'absent dans le roman. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée. D'accord? Peut-être que je complique un peu les choses, comme d'habitude. Sinon, j'ai quelque chose à vous dire. Tout d'abord, c'est avant d'entrer dans l'analyse, dans la discussion, est-ce que vous connaissiez déjà, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces romans, L'étranger de Camus, si vous aviez déjà lu les romans avant ce cours de Panorama? Est-ce que quelqu'un veut parler au nom euh, de la Moi, classe? professeur, je peux parler. Oui, Anna? Oui, j'avais entendu parler déjà avant le cours. J'étais à Paris il y a 2 ans, je crois. Et j'avais acheté ce livre à Paris. Et tu l'as lu avant ou tu l'as lu juste pour ce cours? J'ai commencé à lire et j'ai arrêté à la moitié. C'est ça. Pourquoi? Ah, je pense que beaucoup de choses, quoi. Je faisais beaucoup de choses et j'arrivais pas à gérer le temps. C'était assez rébarbatif. Commencer le livre et arrêter, mais c'est la vie. Oui, donc la raison, elle est externe au roman. Donc il n'y a rien à voir avec l'intérêt que tu avais sur le roman. Non, il n'y a rien à voir. C'était D'accord, intéressant, le livre. Il est intéressant, en fait. d'accord, d'accord. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se manifester aussi par rapport à... Oui, oui, j'ai lu ce livre-là, la discipline des français, littérature française roman, Ah et oui, en 2019, si je ne me trompe pas, je crois. ah d'accord, Et c'était alors avec les professeurs Sidney. oui, Sydney, Mhm. oui. Et c'était une chose qui m'a attiré beaucoup d'attention parce que j'ai vécu à Paris pendant 4 mois, l'année de 2018. Et j'ai pu Mhm. regarder avec mes propres yeux que les gens plus âgés, ils sont vraiment abandonnés pour la famille. C'est quelque chose qui attire l'attention, qui vous regarde un monsieur ou une dame de 90 ans en prenant les métros tout seul, complètement seul. Il n'y a pas une petite fille ou un fils. Il n'y a personne. Les Français, mon prof à Paris, à Sorbonne, il m'a dit ça, que les gens plus âgés, ils meurent tout seuls à Paris. Les gens, la famille, les liens des familles sont très fragiles. J'ai cette impression-là parce que quand vous avez l'âge de 80 ans, 90 ans, vous n'avez personne pour vous aider. J'ai connu une femme qui elle était déjà elle était déjà j'ai oublié les mots aposentada. Elle est retraitée. Elle était déjà Retraité. retraitée et elle avait son père
de presque 85 ans. Elle avait 60 quelque chose et son père avait 80, 10, 95, quelque chose comme ça. Et je l'ai dit, oui, mais vous avez encore votre père, quelle bonne chance. Elle me dit, c'est pas du tout une bonne chance, monsieur. Parce que c'était une personne qui l'apportait du travail tous les jours, vous comprenez? Alors, il y a toujours ce regard qu'il serait quelqu'un qui va me donner plus de travail que de plaisir. C'est son père, regarde. Elle parle de son père et c'est pas du tout une bonne chance, monsieur. Elle m'a dit, complètement sérieuse. Et c'est comme ça, les plus âgés en France, ils sont complètement abandonnés pour les enfants, pour ses fils, petites filles, ils sont complètement abandonnés. Et j'ai vu une personne plus âgée complètement, je ne sais pas comment dire en français, quando você tem incontinência urinária, é uma senhora totalmente urinada andando na rua. Oh mon Urinada. Dieu. Je ne Ouais, sais pas comment dire. ouais, peut-être uriner, on peut Uriner, dire oui, c'est comme comme ça. ça. Complètement urinée et toute seule Je dans la rue, vérifie le marchant. verbe. Je ne sais pas comment dire. Et marchant sur Oui, c'est uriner. uriner. Pisser. Pisser, Oui, parce que oui. pisser, c'est un peu. Pisser, c'est vulgaire, tu sais. Et uriner, Uriner. c'est. Ouais. Et complètement toute seule et marchant sur les trottoirs pour aller, Ouais. je ne sais pas où, mais il n'y avait personne à côté d'elle. Comprenez? Ouais. Alors, nous avons ici au Brésil un lien de famille plus forte. Nous sommes plus attachés à la famille ici au Brésil. Et je me rendu compte qu'en France, ça ne se passe pas. Oui, ça c'est quelque chose, peut-être les cultures latines comme l'espagnol, l'italien, la portugaise, nous avons ces liens de famille plus forts qu'en France. Et la France, elle reste parce que c'est une culture encore latine, mais qui a subi quand même, peut-être en raison de la géographie, l'influence de l'Angleterre, de l'Allemagne, etc. Et ils ont ce côté un peu plus froid, un peu plus distant. Et moi, j'ai vécu 5 ans avec une copine. J'ai eu une copine, on était presque mariés. Et elle était française, mais on vivait ensemble ici au Brésil. Donc, j'ai vécu une certaine proximité avec sa famille. Et c'était ce que tu dis, l'abandon, ils vont dire que c'est leur indépendance. D'accord? Et c'était intéressant. Une fois, je discutais avec sa mère, mon ex-belle-mère, et ils étaient hyper gentils, hyper sympas. Et elle m'a dit, pour moi, c'est hors de question d'avoir un fils, un enfant à la maison depuis ses 18 ans. Donc, à l'âge de 18 ans, il donnait toutes les conditions pour que les enfants partent, n'est-ce pas? Et pour les laisser libres pour vivre leur vie. Et sa mère, par exemple, elle avait plus de 70 ans et elle vivait toute seule. Et je pense qu'ici, au Brésil, dans un cas pareil, on allait organiser la famille pour que la mère vive avec un de ses enfants, n'est-ce pas? Et les maisons de retraite aussi sont... peut-être il y a des maisons de retraite, asile, qui sont peut-être plus intéressants que ceux que nous avons ici au Brésil. Ce ne sont pas des institutions d'abandon, mais plutôt de cohabitation, de convivência. Parce qu'il y a des gens âgés qui préfèrent vivre dans des institutions comme ça, plus modernes que celles décrites dans le roman de Camus, parce qu'ils peuvent avoir une vie indépendante, n'est-ce pas? Comme la mère de Meursault, assez souvent, des gens âgés dans ces institutions de maisons de retraite, ils arrivent à vivre encore un amour, à sortir avec quelqu'un, avoir un cercle d'amis, etc.
Mais c'était une bonne remarque intéressante à voir un peu l'esprit français dans ces romans, qui est présent dans ces romans. Cela dit, on entre dans la discussion du roman. Peut-être nous avons, je vais dire un mot sur Camus. Nous avons commenté les cours précédents, la philosophie de l'absurde de Camus. Donc, vous avez ici, à présent, deux côtés de Camus, c'est-à-dire les côtés philosophes, il était un philosophe, le côté romancier, écrivain, parce que Camus, il a écrit des romans, mais aussi des pièces de théâtre, d'autres genres littéraires. Donc, il s'est lancé dans d'autres genres littéraires, qui est les romans. Aussi, Camus a été journaliste et je pourrais dire qu'il était aussi un intellectuel dans le sens d'occuper un espace dans le débat public. C'est-à-dire, on appelle intellectuels assez souvent ces figures qui participent au débat public avec ses idées, qui partagent ses idées dans l'espace public et qui ont une influence dans ces débats. Oui, Anna Carolina, un homme de lettres, mais quand j'utilise les mots intellectuel, c'est un peu plus qu'un homme de lettres, parce que assez souvent, quand on dit un homme de lettres, c'est presque un synonyme d'écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait pour la littérature. Et Camus, en fait, il dépasse cette idée d'un homme purement de lettres. C'est un homme qui était écrivain, journaliste, homme d'idées, philosophe et résistant. C'est important de dire résistant ici comme un membre de la résistance contre les nazis. C'est-à-dire que Camus a lutté contre l'occupation nazie, l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il était quand même, il me semble qu'il a participé des mouvements armés contre les Allemands. Cela dit, quand je parle d'intellectuel dans ce sens, c'est quelqu'un qui dialogue, parce que un intellectuel, c'est quelqu'un qui dialogue avec la population, avec le peuple, avec le public de façon générale. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot espace public, n'est-ce pas? C'est le débat d'idées, de politique, de culture, etc. Il y a toute une théorie, moi je travaille un peu sur ce domaine de la culture qui est l'intellectualité, parce que j'aime bien, et il y a différentes théories ou différentes manifestations à propos de cette figure publique qui est l'intellectuel. Parce que, juste pour clarifier un peu les choses, parce que nous avons en gros une théorie de l'intellectuel, que l'intellectuel doit être quelqu'un de distant, d'éloigné de la société. Parce que quand il est éloigné de la société, il est capable de mieux regarder la société. Et on appelle assez souvent cette figure de l'intellectuel renfermé dans sa tour d'ivoire. Ivoire ici, c'est le corne de l'éléphant. O intelectual como essa figura fechada na torre de marfim, la tour d'ivoire. Il y a un autre côté comme Sartre qui va défendre l'engagement de l'intellectuel. L'engagement, c'est plutôt quand on prend parti d'une idée politique, d'une idée philosophique ou
public et on participe activement de quelque chose. Voilà, donc nous avons en gros ces deux idées. Et nous avons aussi une idée qui vient d'Antoine Antonio Gramsci, le penseur, philosophe italien, qui a une idée de l'intellectuel organique, c'est-à-dire que c'est un intellectuel qui n'est pas, comment je peux dire, il n'est pas académique. Il vient de base de la classe sociale qu'il défend. C'est quelqu'un qui vient organiquement de la classe sociale et qui prend le pouvoir ou le pouvoir, pas le pouvoir politique, mais c'est-à-dire il assume les discours de la classe à laquelle il appartient. Et normalement, il vient naturellement de cette classe. J'explique encore. C'est différent, par exemple, Fernando Henrique Cardoso, pour laisser clair ici, Fernando Henrique Cardoso, pour nous, Brésiliens, est un intellectuel. Mais il est un intellectuel académique. Comme vous savez, il vient d'une famille de militaires, des gens de l'armée. Il me semble que son grand-père et son père étaient généraux, si je ne me trompe pas. Et ils avaient un bon poste dans l'armée brésilienne. Il va faire ses études en sociologie, etc., mais il reste un académique ou un académicien, n'est-ce pas? Et en tant qu'intellectuel, par exemple, j'ai déjà regardé des interviews de Fernando Henrique, dans laquelle il disait qu'il connaissait la question du racisme et de la pauvreté au Brésil parce qu'il a étudié. Il me semble que son master, ou si je ne me trompe pas, c'était son master qui était sur le racisme au Brésil. Donc, vous voyez la différence. Il dit qu'il était capable de parler de ce problème social au Brésil parce qu'il l'a bien étudié. Et si on prend, on ne considère pas totalement, peut-être, je vais dire que l'ancien président Lula aussi était un intellectuel. Peut-être pour vous, ça peut sonner étrange, mais il était un intellectuel aussi, c'est-à-dire un homme d'idées et qui s'engage dans la politique. Lula, il serait plus ou plutôt un intellectuel organique parce qu'il vient du mouvement ouvrier. Donc, c'était quelqu'un qui vient de base de la classe sociale ou d'une classe sociale moins démunie et qui va monter dans l'échelle sociale jusqu'à devenir président. Donc, Lula serait un exemple d'intellectuel organique qui vient de la classe sociale qu'il juge ou qu'il dit défendre, et Fernando Henrique serait plutôt cet intellectuel académicien, etc. Donc, c'est juste pour vous laisser plus claire cette idée de la participation de l'intellectuel dans la société. Ça pour expliquer qui était Albert Camus. Et Jean-Paul Sartre aussi, n'est-ce pas? Je n'ai pas ici sur ma table, mais Sartre, par exemple, il a écrit sur les intellectuels. Il a un livre qui s'appelle Plaidoyer pour les intellectuels, qui est traduit au portugais comme Une défense dos intelectuais, quelque chose comme ça. Mais c'est bon, je ne vais pas trop parler de cette figure de l'intellectuel parce que sinon on va se détourner du sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc Camus était philosophe, comme nous avons vu la semaine dernière, écrivain, intellectuel et résistant
comme ayant participé de la résistance contre les Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et journaliste. Et en fait, tout cela parce que je voudrais arriver à cette idée du journaliste. Et je vais entrer ici, je vais partager l'écran avec vous. 2 secondes. Voilà. Pas encore. Voilà. Donc, vous avez ici, j'affiche ici, je projette ici, ce n'est pas le texte de Camus, mais c'est plutôt un texte de Roland Barthes, le critique français. Donc, le texte ici, en fait, je ne vais pas lire le texte avec vous, je vais juste profiter d'une idée qu'il apporte ici, dans ce petit essai qui s'appelle « L'écriture et les silences ». Et je vais vous... c'est la page 45. Ici, j'affiche la couverture du livre. Ça s'appelle « Le degré zéro de l'écriture, suivi des nouveaux essais critiques ». C'est un livre hyper célèbre de Roland Barthes. En portugais, ça s'appelle « O grau zero da escritura » ou da escrita. On peut traduire écriture ici comme escrita ou escritura. Dans la critique ou dans l'œuvre de Roland Barthes, on a cette préférence à traduire littéralement écriture comme escritura. D'accord? Et donc, c'est juste une préférence des traducteurs. Et donc, on est là, page 45. Et dans cet essai, l'écriture et le silence, c'est intéressant parce que dans cette deuxième partie de l'essai, il va parler de Camus. Et voilà, j'aurais dû souligner les extraits ici qui m'intéressent. Je peux le faire là tout de suite. Écriture blanche. Neutre. Le terme zéro. Amodal. Écriture indicative. Écriture des journalistes. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, non, une langue basique, ici tout en bas. Aussi. Et vous voyez ici, il va parler de l'étranger. Pardon. Et la dernière phrase à souligner ici, un style de l'absence, presque de l'absence idéale de style. Voilà. Et donc, pourquoi je vous apporte ce texte de Roland Barthes? En fait, vous voyez que il va se servir, avant d'entrer dans le texte de Roland Barthes, je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez entendu parler de ces romans avant ces cours de panorama et si vous aviez lu le texte avant. Dans l'Alliance française à Belo Horizonte, on parlait assez souvent de ces romans, c'est-à-dire même les gens qui n'étaient pas étudiants en lettres comme vous, qui faisaient juste un cours de français à l'Alliance française de Belo Horizonte, quand les gens commençaient à avoir un peu plus d'autonomie dans la langue française, on suggérait la lecture de ces romans de Camus. Pourquoi? À cause ou en raison du langage simple.
C'est un langage assez simple, assez facile à comprendre. Ce n'est pas une littérature compliquée comme celle de Proust, avec des longues périodes, des tournures, un vocabulaire compliqué. Si vous avez, comme je ne fais pas de contrôle de lecture pour ces cours, je ne sais pas si vous avez effectivement lu le roman ou pas, mais si vous l'avez fait, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi qu'il ne s'agit pas d'une lecture difficile. Évidemment, on peut avoir des difficultés ponctuelles, n'est-ce pas? Mais c'est une lecture assez fluide et un langage assez simple. Et pour parler du langage, je faisais recours à l'essai de Roland Barthes. Et comme je disais que Camus a été un journaliste, on peut associer plus ou moins la clarté du langage journalistique avec l'utilisation de ce genre de langage journalistique dans la littérature, c'est-à-dire un langage plus objectif. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre une certaine distance, parce que je vais vous montrer dans le texte de Camus que le langage, et même au contraire de Roland Barthes, que le langage du roman L'étranger n'est pas toujours direct, journalistique, clair, objectif. Mais en général, on associe le style de Camus dans les romans L'étranger à cette idée d'un langage objectif, clair, direct, etc. D'accord? Donc, Roland Barthes, il va, à ce livre de Roland Barthes, Le degré zéro d'écriture, c'est une espèce de livre de critique et de théorie littéraire, parce qu'il va définir certains concepts, n'est-ce pas? Où vous voyez, à partir de Camus, il va développer un peu cette idée du degré zéro de l'écriture. Qu'est-ce que c'est ce degré zéro de l'écriture, ou grau zero? C'est plus ou moins un type de langage ou de style littéraire neutre, indifférent, comme s'il s'agissait d'un langage pur, qui n'est pas un langage littéraire. Je ne vais pas entrer ici dans toute la discussion sur il existe ou existe-t-il un langage littéraire, ou il s'agit plutôt d'une fonction, d'un usage littéraire du langage, etc. Mais le texte de Roland Barthes, si je ne me trompe pas, ce livre a été publié à la fin des années 50 ou début des années 60. Donc, on parlait encore dans cette ère. Et voilà. Donc, mon objectif ici de parler de cet essai de Roland Barthes n'est pas d'entrer dans la discussion de Roland Barthes, mais juste tout simplement me servir de ces idées-là d'une écriture journalistique, d'une écriture blanche, neutre, en terme zéro ou de degré zéro de l'écriture pour commencer à parler du langage de Camus. Et là, je change la projection, le texte affiché ici, et j'entre et j'affiche le roman de Camus. Donc, ici, il y a ces ballons, cette boîte-là, mais cette boîte-là, elle intéresse simplement à moi et pas au cours. Et donc, pour expliquer encore un peu plus ou plus clairement, je vais commencer à partir du texte lui-même, et au lieu de parler ici de façon abstraite. Donc, vous avez ici les débuts du roman affiché. Voilà. Et le roman commence comme ça. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. 2 points, mère décédée, enterrement demain. Sentiment distingué.
C'est la fin du télégramme. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Le premier paragraphe, comme vous voyez, s'agit d'un paragraphe composé de phrases courtes. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Donc, vous voyez que c'est un langage direct, court, objectif. Et puis, il continue ici, le deuxième paragraphe. L'asile des vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prends l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai payer et je rentrerai demain soir. Vous voyez que le texte continue avec les phrases courtes, directes, en langage, j'oserais dire, objectif, n'est-ce pas? Ce n'est pas un langage métaphorique, littéraire, avec des images ou des métaphores, ou même il n'y a pas de tournure de phrases. Quand on tournure de phrases en français, je peux dire, comment je peux dire ça en portugais? De reviravoltas na phrase, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'inversion, n'est-ce pas? L'exemple en português. Ouviram do Ipiranga às margens plácidas o brado retumbante, o brado heróico, já não lembro mais. Mas ouviram do Ipiranga às margens plácidas, né? O brado retumbante de um povo heróico, já não sei. Mas é aquela coisa, ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens do Ipiranga. Il y a toute une inversion dans les paroles de l'hymne national brésilien. Ça, c'est ce qu'on peut parler de tournure de phrases. C'est genre d'inversion pour composer une phrase. Quelque chose qu'on utilise beaucoup en littérature, en poésie. Voilà. Et donc, ça, c'était juste pour dire que Camus, dans ses romans, va utiliser ou va créer, va développer un style, comme le disait Roland Barthes, neutre, journalistique, direct, amodal, ce sont les termes qu'il utilise ici. Cela dit, ça c'est une partie de la vérité, n'est-ce pas? Si vous avez lu le texte, le roman, il y a certains extraits que je vais vous montrer. Je vais faire un commentaire détaillé de la dernière scène de la première partie, c'est-à-dire l'assassinat de l'arabe. Et je vais vous montrer comment le texte n'est pas si simple, n'est pas si... peut-être il est toujours objectif, mais le texte, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de l'objectivité du style de Camus, cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un texte simple. C'est ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant de lire à l'étranger. Parce que nous avons un texte de lecture facile, de compréhension facile, mais nous avons en même temps un texte extrêmement élaboré, ou très bien élaboré, complexe au niveau littéraire. Peut-être pas au niveau langagier, mais au niveau littéraire, c'est un texte très complexe. Et donc, voilà. Et je vais, peut-être je vais faire des commentaires généraux ici, avant d'entrer dans les détails de l'analyse de certains extraits du roman. Je voudrais juste vérifier ici quel était le quatrième point qui ne me revient pas à l'esprit. C'était la liberté, le tragique, la mort
Et il y a encore l'amour, peut-être. J'ouvre ici un document dans lequel j'avais noté ces idées. En fait, ça c'est important parce que je vais vous proposer 4 questions. C'est la responsabilité. C'est pas l'amour, c'est la responsabilité. La question c'est que, ça c'est important parce que je vais vous proposer 4 questions. Une question sur la liberté, une sur la responsabilité, l'autre sur le tragique et l'autre sur la liberté. Voilà. Et vous devez choisir une question pour répondre, d'accord, concernant l'activité autour de ces romans. Donc, je vais vous proposer 4 questions et vous choisissez seulement une à répondre. Et donc, je commence à partir de l'image de la mort dans ces romans. Vous savez, et vous voyez ici dans la projection du texte, à partir de l'affichage du texte, nous avons le livre s'ouvre avec une scène ou une référence à la mort. Aujourd'hui, maman est morte. Donc, la mort est déjà présente dès le début du roman. Et puis, nous avons l'assassinat de l'arabe. C'est la deuxième, je peux dire comme ça, au moins dans un sens significatif, c'est la deuxième apparition de la mort dans les romans. L'assassinat de l'arabe. Et puis, comme vous savez, il y aura la condamnation à mort de Meursault, le personnage, et on ne va pas avoir la description de sa mort, mais nous avons quand même l'effet de la condamnation à mort de Meursault. Donc, c'est-à-dire que le livre se ferme, se termine avec la perspective de la mort du narrateur. N'est-ce pas? Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant de commenter parce que je n'avais pas encore commenté. Nous avons un roman narré en première personne, c'est-à-dire nous avons un narrateur personnage qui raconte son histoire. Il y a quelques imprécisions par rapport à ce récit, à cette narration. Dans une des vidéos que je vous ai indiquées, ce monsieur, à une œuvre en 15 minutes, il indique quelques imprécisions du roman, mais à mon avis, elles ne sont pas très importantes. C'est-à-dire, elles ne dérangent pas la lecture. Parce que moi, je ne les vois pas dans le sens d'un problème narratif du roman. J'explique. Je préfère les voir comme une partie ou un aspect du pacte littéraire. Le pacte littéraire que j'appelle ici, c'est quand on se met à lire un roman, on accepte certaines règles imposées par la lecture, par les romans. N'est-ce pas? Par exemple, si on se met à regarder un film comme Avatar ou Les Pirates des Caraïbes, on accepte certaines conditions internes à l'histoire. N'est-ce pas? Par exemple, un pirate avec une tête de o pirata lá com cara de polvo. Ça fait partie d'une mythologie, d'une légende, etc. Donc on accepte. Et c'est ça que j'appelle un pacte littéraire. C'est-à-dire, on ne va pas indiquer, pointer un problème en raison de la logique de l'histoire racontée. Et le monsieur des vidéos
il apporte ce problème du récit par rapport à certaines imprécisions du récit. C'est-à-dire, nous avons une espèce de récit raconté en temps réel, comme si Meursault nous racontait son histoire presque au moment présent, mais nous avons cette perspective de la condamnation à mort, de la mort de Meursault, mais on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il nous raconte son histoire. N'est-ce pas? Et à mon avis, parce qu'il présente, le monsieur de la vidéo, il présente ça comme un problème, mais à mon avis, ce n'est pas un problème. Ou au moins, ce n'est pas un problème à tenir en compte pour la lecture de ces romans. Et donc, nous avons la mort de la mère de Meursault qui ouvre des livres. Nous avons l'assassinat de l'Arabe. Et vous voyez que l'assassinat de l'Arabe, c'est la mort de l'Arabe et c'est symboliquement la mort de Meursault aussi. C'est-à-dire, il ne meurt pas tout de suite, mais il y a une mort sociale de Meursault. Il meurt socialement, ou au moins la vie qu'il tenait jusqu'à la prison, elle est finie. N'est-ce pas? Par contre, il y aura, c'est intéressant ça parce que la prison de Meursault, elle va indiquer une renaissance ou une naissance du personnage. C'est-à-dire, c'est à partir c'est la deuxième partie du roman, c'est-à-dire à partir de l'expérience de la prison, comment je peux dire ça, de l'absence de liberté, quand on prive Meursault de la liberté, qu'il y aura cette naissance existentielle pour commencer à entrer dans les notions, les sujets discutés dans les cours précédents. Donc, c'est dans la prison, en quelque mesure, que Meursault va prendre connaissance du sens de sa vie. N'est-ce pas? Ça, c'est important à dire aussi parce que jusqu'à l'assassinat de l'Arabe, Meursault était presque indifférent à la vie, presque indifférent aux sentiments. Et vous voyez que, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il sera jugé plus par rapport à son comportement que par l'assassinat en soi. N'est-ce pas? Et il va être demandé, ou on va lui demander des explications pourquoi il s'est comporté si froidement, si indifféremment par rapport à la mort de sa mère. Par exemple, l'amour de... On ne va pas poser des questions par rapport à l'amour de Marie, mais c'est quelque chose qui est présent dans le roman. S'il va se marier ou pas, s'il va être ami avec Raymond ou pas, il répond assez souvent « ça m'est égal ». On pourrait bien traduire « ça m'est égal » comme peu importe, je m'en fous, n'est-ce pas? Je suis indifférent à ça. S'il va se marier avec Marie ou pas, s'il va se construire une amitié avec Raymond. Et pour parler d'un sujet contemporain aussi, la violence contre la femme, vous voyez qu'il se montre indifférent aussi au fait que Raymond a battu sa copine violemment, n'est-ce pas? Donc l'indifférence de Meursault était une caractéristique du personnage jusqu'à la prison. Et c'est dans la prison qu'il aura une naissance interne, subjective. Je ne voulais pas dire interne, je cherche... ouais, interne, je vais le dire comme ça, n'est-ce pas?
Euh, et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et là, je vais revenir à la discussion de Sartre, parce qu'il parle de la mort dans la conférence L'existentialisme est un humanisme. Et vous voyez que, et même la réflexion de Camus sur le suicide, vous voyez comment la perspective de la mort change la compréhension de la vie. N'est-ce pas? Ça semble peut-être bête, mais non. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose que vous pouvez réfléchir à propos de votre propre existence. C'est-à-dire que quand on est jeune, on n'envisage pas la mort, souvent. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on est jeune, on est courageux, on a envie de vivre des expériences sans mesure, etc. Donc, la mort est quelque chose de très lointain, n'est-ce pas? Si on vieillit, si on arrive à un âge avancé, on est une espèce de survivant de la vie, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire que la perspective de la mort devient quelque chose de concret, de proche. Imaginez, Eric, par exemple, nous a raconté au début ici le contact avec des gens âgés en France. Pour vous donner un exemple, j'ai déjà regardé une interview avec Chic Buarque dans laquelle il disait que, comme vous savez, Chic Buarque aujourd'hui consacre une bonne partie de son temps à la littérature et peut-être moins à la musique. Et dans cette interview que j'ai regardée, il a dit oui, ça devient compliqué parce que je crois qu'il va bientôt avoir, en fait, oui, il va avoir bientôt 80 ans. Il me semble qu'il a l'âge de ma mère, donc peut-être à présent il a 79 ans. Et il a dit que normalement, il met environ 5 ans pour produire un album de musique et 2 à 3 ans pour écrire un livre. C'est-à-dire qu'à l'âge de 79 ans, vous voyez, donc il publie un livre maintenant. Pour penser à un autre livre, il faut penser à l'âge de 83 ans. Donc il ne sait pas s'il sera vivant pour écrire encore un livre ou pour sortir un nouvel album. Donc vous voyez que c'est quelque chose que c'est un genre de question qu'il ne se posait pas quand il était jeune, parce qu'il avait la perspective d'une vie longue. C'est ça en fait. Et la proximité de la mort change la compréhension de la vie. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça pendant la pandémie, n'est-ce pas? Nous avons tous et toutes perdu une connaissance, un ami, un familier, ou des gens encore plus proches, copains, copines, frères et sœurs, père et mère. Et donc, la perspective de la mort dans une pandémie devient quelque chose de plus proche, de plus concret, de plus visible, n'est-ce pas? Et à partir de l'assassinat de l'Arabe, la mise en prison de Meursault et la condamnation à mort, c'est ce qui va déclencher la réflexion sur le sens de sa vie. Et il y a quelque chose d'intéressant ici, comme nous avons vu avec Sartre, et la récuse de Dieu. Meursault va récuser aussi Dieu quand il repousse la conversation avec le moine. Moine ici, frade, monge. Pas vraiment, parce qu'en portugais, on associe monge aujourd'hui presque au bouddhisme, n'est-ce pas?
Pensons à Frade, Frei, quelque chose comme ça. Donc, il va refuser la présence de Dieu ou les discours de Dieu comme quelque chose pour rendre la paix. Et il va vivre avec intensité la présence de la mort ou la perspective de la mort. Et vous voyez, ça c'est intéressant parce que la mort sera une tonique, un topos, une présence dans le roman. Deuxième aspect à traiter ici, la responsabilité de façon générale. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous laisse faire ça dans l'activité que je vais vous proposer. Comme nous avons vu avec Sartre, cette responsabilité face à la vie, en fait, face aux actes, les actes qui notre façon d'agir dans la vie. Ça, c'est quelque chose, je vais vous démontrer ça dans la scène, la dernière scène de la première partie du roman, c'est l'assassinat de l'Arabe. Comment ça change dans le langage du roman cette perspective de la prise de conscience, pas de la prise de responsabilité, ou comment Meursault se rend compte de la responsabilité de ses actes. Parce qu'on va voir ça dans le langage, comment il essaye de placer, ou comment Camus place dans le langage du roman la responsabilité ailleurs, à l'extérieur. Et puis tout d'un coup, cette responsabilité devient, ou elle revient à l'intérieur du personnage. Et ça va marquer une transformation de la responsabilité ou de la responsabilisation de Meursault face à son acte. Ses actes en général, à son comportement, etc. Et son acte précis de l'assassinat de l'Arabe. Donc la responsabilité aussi, pour être encore plus concret ou précis par rapport à ça. En refusant Dieu et la discussion avec la conversation avec le moine, Meursault prend toute la responsabilité dans son existence. Il ne va pas transmettre la responsabilité. Il ne va pas chercher un salut, je peux dire comme ça, uma salvação. Salut, on dit salut les copains, salut les copines, comme oi salve, mais on peut traduire aussi salut comme salvation, n'est-ce pas? Donc, il va, en refusant Dieu, il va prendre toute la responsabilité de son âme. D'accord? Et aussi, on peut voir cette prise de responsabilité aussi dans la façon d'envisager ou le jugement et la relation de Meursault avec son avocat. D'accord? Donc, la notion de responsabilité, elle est très visible, très présente dans la refuse de Dieu et dans la refuse de la justice. Pas de la justice pour corriger les termes, la refuse du droit, du direito como en faisant cette opposition, pas opposition, mais cette relation entre justice et droit. Droit comme le système des lois et justice comme quelque chose de plus grand. Et vous voyez que quand je dis qu'il refuse le droit, il refuse de se défendre légalement, n'est-ce pas? Il refuse
de, de, de mentir aussi. Et il y a là un aspect que je n'avais pas encore commenté, important dans ces romans, c'est que Meursault, tout d'abord, Camus est algérien. Il est né en Algérie, mais il devient français après l'indépendance de l'Algérie. C'est le cas de Jacques Derrida aussi, le philosophe. La France a donné cette option de choisir la nationalité par rapport aux citoyens algériens quand l'Algérie était une colonie française et qui vivait en France. Donc Camus, il sera un Français né en Algérie. Et le personnage de Meursault est un Français vivant en Algérie. Et vous voyez que les romans, il n'y a pas la date ou la période dans laquelle se passe l'histoire de ces romans n'est pas précisée dans les romans. Donc, on suppose qu'il y a certains indices qui nous montrent que c'était encore pendant la période coloniale, mais pas très reculé dans les temps. Probablement dans les années 40. Le roman a été publié en 42, donc il a été écrit en 40, 41, etc. Et l'indépendance de l'Algérie, c'est dans les années 50. Si je ne me trompe pas. Je ne pense pas que c'est... ou peut-être début des 60. Quelque chose comme ça. Peut-être début des 60. Je n'ai pas la date précise ici. Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, l'analyse littéraire, il faut faire très attention pour construire l'analyse littéraire à partir du texte littéraire, n'est-ce pas? C'est-à-dire à partir de ce qui est raconté, à partir du récit, et pas par rapport aux possibilités du roman. Et quand je dis ça, c'est parce que Meursault, en tant que Français vivant en Algérie pendant la période coloniale, il tue un homme arabe à la plage, ou sur la plage. Apparemment, il n'y a pas de témoins, mais quand même, il va assumer l'assassinat. Il ne va pas nier ou renier l'assassinat. En tant que Français, dans cette période coloniale, il fallait tout simplement mentir. S'il mentait, il aurait été, s'il avait menti, disant qu'il a été agressé ou quelque chose comme ça, il aurait été considéré innocenté dans cette affaire, n'est-ce pas? Mais ça serait considérer les romans comme des possibilités. Et ce que nous avons, c'est presque les romans comme un fait, n'est-ce pas? On ne peut pas changer l'histoire du roman. L'histoire du roman est donnée, et c'est celle-là. C'est Meursault, Français vivant en Algérie, tue un arabe, il assume l'assassinat, il va être condamné, etc., etc. Ça, c'est dans le contexte du roman. Donc, il y a cette responsabilité. On peut analyser les romans de la perspective de la responsabilité. La liberté. La liberté, moi, en fait, je prends ces sujets discutés à partir de la philosophie existentialiste. Nous avons vu avec Sartre cette idée de nous sommes condamnés à être libres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes autonomes dans une certaine mesure dans nos actes,
mais nous sommes responsabilisés ou nous sommes responsables de nos actes. Et la notion de liberté ici, aussi, moi je dirais qu'elle est présente dans les romans tout au début. Elle est présente en fait, là, parce que je vais arriver à la notion, parce que j'ai déjà parlé de la mort, de la responsabilité, je vais parler de la liberté et du tragique. Donc, n'oublions pas, et il y a peut-être une double façon d'analyser l'assassinat de l'arabe de la perspective de la liberté et de la perspective du tragique. En fait, peut-être la liberté serait une façon d'analyser à distance. C'est-à-dire quand nous, lecteurs, regardons Meursault et on se dit, il avait le choix, n'est-ce pas? Il aurait pu ne pas tirer sur l'arabe, mais il l'a fait quand même. Mais le tragique, c'est peut-être dans l'explication de Meursault comment il construit la scène de l'assassinat. Peut-être pour laisser les choses un peu plus claires, je vais entrer dans l'analyse de cette scène de l'assassinat de l'arabe et je vous montre ça, comment on peut voir une certaine liberté dans son acte et comment on peut voir l'action du tragique. Et quand je parle de tragique, ici, je ne parle pas de tragique comme adjectif. Oh, ça a été dramatique, tragique, une catastrophe, quelque chose comme ça. C'est plutôt dans le sens philosophique du terme, surtout provenant surtout de la tragédie ancienne. C'est-à-dire, tragique presque comme un synonyme de destin ou de destinée. C'est-à-dire que le tragique comme quelque chose impossible d'interrompre, quelque chose qui nous est imposé par une force extérieure, comme le destin. J'ai associé destin et tragique, mais ce sont des choses différentes. Comme si le destin était une force qui imposait le tragique comme la résolution, la réalisation de quelque chose qui était déjà déterminé. D'accord? Dans ce sens, la représentation majeure du tragique, c'est la mort, n'est-ce pas? Parce que encore aujourd'hui, on essaye toute possibilité de traitement esthétique pour ne pas voir l'arrivée de la mort dans notre visage, parce que vous voyez, on peut penser au vieillissement ou envelhecimento dans le visage comme l'arrivée peu à peu de la mort, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on se regarde sur un miroir et on voit qu'on vieillit, c'est une attestation que la mort arrive lentement, n'est-ce pas? Et quand on fait des traitements esthétiques pour effacer les marques du temps, c'est une façon de ne pas de refuser de penser à la mort, n'est-ce pas? Mais la mort, elle est le tragique par excellence parce qu'on ne peut pas l'éviter. La mort va nous arriver à un moment ou un autre, n'est-ce pas?
Donc la mort, c'est un élément tragique par excellence. Voilà, ça c'était ce que je voudrais expliquer par rapport au tragique. Mais je vais entrer dans la scène de l'assassinat de l'Arabe pour vous montrer en détail comment ça se passe dans les romans. Et voyons ici, deuxième partie. Voilà. Et ici, voilà. Peut-être, je vais voir la possibilité de zoomer un peu plus. Ici. Donc, il faut ouvrir encore. Et encore. Et encore. Voilà, je crois que là, c'est... Ouais, voilà. Ça, c'est parfait comme ça. Voilà. Donc, parce que comme ça, j'arrive quand même à afficher le texte le plus grand possible, en fait, sans perdre le texte. Comme ça, c'est plus facile à voir, n'est-ce pas? Donc ici, c'est déjà la scène de l'assassinat. Donc, je vais lire et commenter la scène, et à partir de la scène, je vais essayer d'expliquer encore le tragique, comment Meursault nous donne cette impression de tragique, et comment on peut analyser, en fait, comme une espèce de liberté. Voilà, il dit ici, dès qu'il m'a vu, l'Arabe, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir aussi, comme vous voyez, avant d'entrer dans la lecture, parce qu'on va utiliser le reste du temps du cours sur cette scène, probablement, ou peut-être la scène finale aussi. Mais deux mots à dire. Le titre, l'étranger, et l'Arabe. Comme vous voyez, c'est intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure du contexte colonial du roman. Et vous voyez que Raymond, il a un nom, Marie, Céleste, etc., Meursault, mais l'Arabe, il reste toujours un Arabe. Même pendant le jugement, on ne va pas donner un nom à ce personnage. Il sera toujours un Arabe. Ça, on peut retirer de cet aspect du roman une dénonciation coloniale, de la colonisation, n'est-ce pas? Et l'autre, c'est, je ne sais pas si vous avez posé, si vous vous êtes posé la question par rapport au titre, et en fait, c'est très polysémique, l'essence, parce qu'on peut penser l'étranger comme Meursault, un Français en Algérie, donc il est l'étranger dans ces pays-là, mais il y a aussi Meursault comme l'étranger dans la vie, ces personnages composés d'étrangeté, personnage composto por estranhezas, cette indifférence comme il est étranger à la vie. Et comme vous savez, en français, nous avons une proximité de la racine du mot étrange et étranger. Étrange comme pouvant être traduit comme estranho, esquisito, et étranger comme também como estranho, pensando aqui em português, a gente tem a figura do forasteiro, né, aquele cara que vem de fora. Então, a gente tem étrange, étranger como étrange, estranho e estrangeiro.
né, que não é familiar, e o étranger como o estrangeiro, né, o de fora daqui, mas é muito próximo dessa noção também de estranho. Et donc, si on pense à Meursault comme cet étranger, c'est un Français en Algérie, mais aussi, dans le sens philosophique du terme, c'est ce personnage étranger à la vie comme nous la connaissons, n'est-ce pas? Bizarre, différent, etc. Cela dit, voilà, dès qu'il m'a vu, je recommence la lecture ici. Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, j'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors, de nouveau, il s'est laissé aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche. J'étais assez loin de lui, à une dizaine de mètres. Je devinais son regard par instant. Si c'est intéressant de voir, je devinais. C'est un mot qui n'est pas très précis, n'est-ce pas? Ça reste dans l'impression du personnage. Je devinais son regard par instant. Vous voyez que c'est intéressant parce que je devinais. C'est l'impression du personnage qu'il construit. Ce n'était pas sûr. Il n'était pas sûr du regard de l'arabe. Je devinais son regard par instant entre ses paupières mi-closes, meio cerradas, né, meio fechadas. Mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux dans l'air enflammé. Et je souligne ici dansait parce que, comme je disais tout au début avec Roland Barthes, ce langage direct, objectif, neutre, etc., dans certains extraits ou certains morceaux de ce texte, on voit que le langage de Camus, le style, n'est pas si journalistique qu'on le croit, n'est-ce pas? Il est vraiment littéraire, il est vraiment poétique des fois. Les bruits des vagues étaient encore plus paresseux, plus étalés qu'à midi. C'était le même soleil, la même lumière sur le même sable qui se prolongeait ici. Et vous voyez la répétition de même. Et c'était le même soleil, la même lumière sur le même sable qui se plongeait ici. Ça nous donne une impression d'immobilité, n'est-ce pas? C'est très intéressant d'analyser cette scène dans une perspective cinématique, n'est-ce pas? Parce que nous avons cette impression, les deux personnages sont bloqués, fixes, ils se regardent, il n'y a aucun mouvement. Et nous avons ce genre de prolongation temporelle. C'est une scène qui se passe vraiment temporellement dans un espace de temps très court, mais dans le récit, elle est prolongée. Elle est, comment on peut dire ça? Elle est, c'est pas prolongée les bons mots. Elle est poussée, non tirée ou tendue au maximum, n'est-ce pas? Je cherchais un mot pour esticado. Il me manque ici un mot pour ça, pour expliquer ça. Ouais, voilà, c'est bon. Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus. Donc, vous voyez, la phrase renforce cette idée d'immobilité. Le même soleil, la même lumière, le même sable, il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus. 2 heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant.
je m'arrête là pour prendre un peu de souffle, parce que vous voyez comment le texte est ici extrêmement poétique. Et regardez bien l'image. 2 heures, c'est-à-dire la journée, avait jeté l'ancre dans un océan de métal blanc. Né? Que o dia, vamos dizer assim, 2 horas que tinha jogado a âncora num oceano de metal borbulhante. Quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est une image poétique. Ça aurait pu être le vers d'un poème, n'est-ce pas? À l'horizon, euh, 2 secondes, ici, 2 secondes. Continuons. Voilà. À l'horizon, un petit vapeur est passé et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard parce que je n'avais pas cessé de regarder l'arabe. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire. Donc, vous voyez ici, d'une certaine façon, la possibilité de la liberté d'agir. Il aurait pu faire différemment. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. La phrase suivante, ici, c'est l'imposition lente de ce que j'ai appelé tout à l'heure le tragique. Comme si un destin était firmé, était posé, était imposé au personnage. Vous voyez, et comme je disais tout à l'heure par rapport à la responsabilité, nous avons l'impression que Meursault essaye de se retirer de sa responsabilité. Et il va dire, la scène était construite et j'étais tout simplement un personnage. J'étais un jouet, un brinquedo, un jouet dans cette scène et tout était posé. Ce n'était pas à lui de faire des choix ou d'agir. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. Il avait l'air. Il n'a pas. Meursault n'est pas sûr. J'ai attendu. Encore. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti les gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. La brûlure du soleil. N'est-ce pas? Ça, c'est assez souvent quand on fait référence à ces romans, on dit cela. Il a tué l'arabe à cause du soleil. Amassé dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. Et comme alors, les fronts, surtout, me faisaient mal et toutes ces veines battaient ensemble sous la peau. Vous voyez le même soleil du jour où j'avais enterré maman. Et vous voyez, comme je dis tout à l'heure, par rapport à la présence de la mort. La mort de sa mère, l'enterrement de sa mère, l'assassinat de l'arabe, le même soleil. La mort et la mort. Vous voyez, c'est comme si quelque chose dans les destins, dans le monde, dans l'existence, poussait cette scène à arriver, à se passer. Comme si Meursault ne contrôlait pas ce qui allait se passer. Donc, c'est le soleil, la confluence des astres, n'est-ce pas, qui pousse
qui pousse l'action. Il continue ici. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. J'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserai pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas. Un seul pas en avant. Je marque ici pour vous montrer cette tension entre le tragique et la liberté du personnage. C'est pour ça que je voudrais analyser la scène en détail avec ces deux notions en tête, le tragique et la liberté, parce que nous avons toute une tension dialogique entre la force du tragique, la force du destin et la force de la liberté du personnage. Donc, c'était le soleil, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il va placer la responsabilité ailleurs, mais en même temps chez lui. Donc, à cause de cette brûlure, je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserai pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais je fais un pas, un seul pas. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau et qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Vous voyez ici, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur mes paupières et les a recouvertes, c'est ça que je vais souligner, d'un voile tiède et épais. Donc, vous voyez que c'était la lumière, le soleil, la chaleur, la sueur qui couvre d'un voile et épais ses paupières. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui couvre son regard et il n'est plus responsable de ce qu'il va faire. Mes yeux étaient aveuglés derrière ces rideaux de larmes et de sel. Vous voyez, rideaux de larmes et de sel, encore une image assez poétique. Mes yeux étaient aveuglés derrière ces rideaux de larmes et de sel. Je ne sentais plus les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement la glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante. Ça, c'est intéressant. Je ne sentais plus. Vous voyez qu'ici, il se met dans un état de conscience presque anesthésié, n'est-ce pas? Il n'est plus totalement conscient de ce qui se passe. Et attention ici, cette épée brûlante rongeait. Vous voyez, c'est intéressant parce que le couteau à fac devient une épée brûlante. N'est-ce pas? La perception change. Comme si la menace, il essaye de construire ou d'augmenter la menace. N'est-ce pas? Le couteau devient une épée. Né? Que era uma faca vira uma espada. Rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Et ici, j'avais souligné ici, je peux utiliser le marque-texte. Donc, vous voyez,
c'est alors que tout a vacillé. C'est comme si il y avait une force générale qui dépasse sa possibilité de personnage, de personne, ou ses capacités personnelles d'agir, son contrôle sur soi-même. Il y a une force externe majeure. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel semblait, donc c'est sa perception, et que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Encore une image poétique, pleuvoir du feu, chover fogo. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé la main sur les revolvers. Ici, c'est très intéressant. Tout mon être s'est tendu, todo meu ser se tensionou, j'ai crispé la main sur les revolvers. Et j'ai souligné ici, j'ai crispé parce que c'est un acte personnel du personnage. J'ai crispé. Il a fermé la main sur les revolvers. La gâchette a cédé. La gâchette, ou gachi, a cédé, comme si ce n'était pas lui. Vous voyez, aujourd'hui, il y a même cette discussion par rapport à la possession d'armes au Brésil. Gente que diz que não é a arma que mata. O problema não é a arma. Mais il y a quelqu'un qui crispe la main sur les revolvers. Donc la gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. La gâchette a cédé, gatilho cedeu, j'ai touché, j'ai touché le ventre poli de la crosse. A crosse é a coronha do revólver. Então, interessante aqui, né? O gatilho cedeu e eu toquei o ventre polido, né, liso, da coronha, do punho, da coronha do revólver. Et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Ça c'est merveilleux, joli. Je n'ai pas de mots pour parler, pour expliquer. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Ici, c'est un moment de prise de conscience du personnage par rapport à l'acte qu'il vient de commettre. N'est-ce pas? Et vous voyez que c'est dans la première personne. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Les silences exceptionnels d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 coups. J'ai tiré encore 4 coups. J'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Ça aussi, c'est une autre phrase hyper poétique, hyper forte. Era como 4 golpes ou 4 batidas breves que eu batia na porta da infelicidade, pour traduire. Je ne sais pas comment c'est traduit en portugais. Je ne connais pas la traduction en portugais. Mais vous voyez qu'ici, c'est une scène courte, on va dire, temporellement, mais dans le récit, elle est déployée au maximum dans cette durée. On augmente la durée, l'élasticité du temps dans cette scène. Et vous voyez qu'il y a tout un jeu, comme je disais ici, de ce qui est la force de l'univers
de la destinée, du tragique, et ce qui est l'acte personnel du personnage. D'accord? Ici, c'est intéressant parce qu'il dit, alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parvût. Et c'était comme 4 coups, bref. Et vous voyez que en fait, il a tiré 5 fois sur l'arabe. Le premier coup a tué l'arabe et il tire encore 4 autres coups. Et il va placer comme 4 coups brefs que j'ai frappé sur la porte du malheur. Parce que, comme vous savez, dans le jugement, on va lui poser la question de pourquoi il a tiré encore 4 fois sur un corps qui était déjà mort. Et il n'arrive pas à expliquer. Ça, c'est ce genre de choses qui va aggraver la situation. C'est un peu bizarre, ça reste un peu absurde. C'est-à-dire, le premier coup n'est pas absurde. Les 4 derniers, oui. N'est-ce pas? Parce que, en fait, les 4 coups étaient comme, on peut considérer ces 4 derniers coups comme une espèce de violation d'un corps mort, n'est-ce pas? Du cadavre d'une personne morte. Voilà, donc il est déjà 2 heures. Et en fait, voyons ici, parce qu'en fait, je voudrais penser aux dates. En fait, la semaine prochaine, c'est déjà le moment de parler du romantisme. Non, oui, je sais pas. Non, je pense que c'est bon. J'ai encore, j'ai encore une conférence à partager avec vous d'une professeure française qui analyse les romans. Donc, je ne vais pas insister dans l'analyse du roman. Et le cours de la semaine prochaine, mardi, c'est le 7 septembre. Donc, on n'aura pas cours, mais on aura cours jeudi la semaine prochaine. Je ne vais pas rater les cours. Donc, on aura cours. OK, Eric, je vous dis au revoir, mais je vais laisser encore ce message enregistré ici. Donc, la semaine prochaine, mardi, c'est un jour férié, le 7 septembre. On aura cours jeudi et on va commencer le romantisme. Et je vais considérer comme terminée la discussion sur l'existentialisme et l'étranger de Camus. Et je vais vous laisser toutes ces vidéos comme des vidéos complémentaires au cours. Et je vais poster ou afficher l'activité plus tard aujourd'hui sur le roman l'étranger. Et je vais vous donner comme 2 semaines, d'accord? Oui, exactement, Anna Caroline. Je ne vais pas faire une activité orale, on va faire une activité écrite sur l'étranger, d'accord? Donc, je vais faire comme je vous ai dit, je vais vous proposer 4 activités différentes sur l'étranger, pas 4 activités, 4 questions, et vous choisissez une seule à répondre, celle que vous voulez, que vous voulez répondre. Peut-être qui attire votre attention, vous avez plus de facilité à répondre, quelque chose comme ça, d'accord? Donc, cela dit, c'est ça. Et je vais vous laisser un mot aussi, parce que il y aura une semaine en septembre que je ne vais pas vous donner cours. Donc, je vais déplacer les dates de cours pour compenser cette semaine que je ne pourrai pas vous donner cours. Donc, je vais vous laisser ça par écrit sur la plateforme aussi, etc. Et ce sera clair. Et un dernier mot, peut-être vous avez remarqué que j'ai commencé à afficher les activités concernant la dissertation. Donc, pour l'instant, c'est le 14. Gabriel, le 9 septembre, nous aurons cours. Ce sera jeudi de la semaine prochaine. Ah non, pardon, parce qu'en fait, je confondais avec le cours des critiques. Normalement, nous avons cours jeudi, donc c'est normal pour la semaine prochaine, c'est ça. Merci de me poser la question. Donc, nous avons cours normalement la semaine prochaine, jeudi, pas de souci. Et la semaine prochaine, de 9
septembre, jeudi, on va entrer dans le 19e siècle avec une discussion sur les romantismes. D'accord? Donc, sur la dissertation, le 14 septembre, on aura un séminaire débat sur l'œuvre de la dissertation que vous avez choisie. Oui, je vérifie les dates. Non, je peux vérifier les dates ici, tout de suite. Voilà, le 14 septembre, nous aurons cette séance de débat et il y aura la possibilité pour ceux qui ne seront pas présents dans l'activité synchrone, vous pouvez laisser un commentaire comme un forum, d'accord? Et je vais considérer, ce séminaire vaudra 5 points et je vais considérer la participation pour ce séminaire. Si vous participez au débat ou si vous laissez un commentaire écrit dans les forums, je vais considérer les 5 points. D'accord? Je ne vais pas juger si vous avez beaucoup participé ou peu participé. D'accord? Et c'est ça. Donc, le 14, le séminaire ou la participation dans les forums. Et le 24 septembre, vous devez me remettre le sujet et la bibliographie de la dissertation. Ces deux activités, comment va être la démarche de ces activités du séminaire et du sujet, vous pouvez vérifier sur la plateforme. Il y a toutes les consignes. Si vous avez des questions, vous me les posez dans le prochain cours. Je vais vous laisser regarder ces activités. Et la semaine prochaine, je peux commenter un peu, expliquer encore un peu plus en détail comment va se passer ces activités concernant la dissertation. Cela dit, est-ce que vous avez des questions à me poser? C'est bon. Gabriel, le séminaire n'est pas le 16 jeudi. Non. Non, parce que en fait, j'ai décidé de faire le séminaire mardi parce que en fait, c'est-à-dire l'horaire du cours est réservé mardi et jeudi. Et le problème de faire le séminaire jeudi, on aurait un cours de moins. Et pour tout le contenu que nous avons dans cette discipline de panorama, je n'ai pas réussi vraiment à placer tous les contenus et en plus avoir le séminaire jeudi, comme nous avons pour d'habitude. Et j'ai décidé de faire le séminaire mardi, dans un jour à part, et garder les cours jeudi pour les contenus de la discipline. Mais, OK, Anna Caroline, mais le séminaire, la présence dans le séminaire n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez participer au séminaire en laissant un commentaire dans les forums, dans les canaux de la plateforme. Je vous montre ça rapidement ici. Je vais afficher la plateforme. Voilà. Vous voyez ici, nous avons les canaux, Sartre, l'enfance en chef, etc. Et au moment donné, vous laissez un commentaire ici. Et comme ça, je saurai que vous avez participé quand même. Et comme ça, c'est une façon de contribuer à la réflexion de vos camarades et à votre propre réflexion. L'idée, en fait, de ce séminaire, c'est de lancer une analyse ou des aspects à analyser de l'œuvre, ou aussi de poser des questions pour améliorer ou pour approfondir votre compréhension de l'œuvre.
d'accord? Et comme ça, c'est un moment pour échanger avec les camarades de classe. Et comme vous savez, ce débat sera fait ou sera entretenu entre vous-même, c'est-à-dire les 6 personnes qui ont choisi l'enfance d'un chef vont faire une réunion vidéo ensemble et moi, je vais entrer dans la discussion, je vais participer, débattre avec vous, puis je vous laisse, je vais discuter avec un autre groupe, je réponds aux questions et je vous laisse discuter vous-même à propos de l'œuvre. Donc, c'est une activité un peu d'échange, de participation, etc. D'accord? C'est ça. On n'aura pas cours, c'est un cours plutôt interactif. D'accord? C'est bon? Voilà, je vous invite donc à regarder les consignes de l'activité. Vous pouvez le faire parce que vous voyez ici, il y a le canal dissertation contrôle d'activité. Là, vous voyez que l'activité, elle est déjà disponible. Vous pouvez afficher ici le devoir ou le devoir du sujet aussi, n'est-ce pas? J'ai mis ici le lien pour ceux qui n'ont pas encore choisi l'œuvre de la dissertation à lire. J'affiche le devoir pour vous montrer comment vous voyez cette activité. Ça met le temps de s'afficher. Je projette ici l'affichage de l'étudiant. Donc, c'est ça, le séminaire. Lisez avant le 14 septembre l'œuvre choisie pour votre dissertation. Nous ferons un forum de discussion dans les canaux réservés à chaque œuvre à partir de vos impressions de lecture et des questions que vous avez. L'évaluation sera faite concernant votre participation dans le forum ou dans la séance débat le 14 septembre pendant les cours synchrones. Donc, c'est ça, c'est juste ça pour le séminaire. Et après, je vous explique mieux en détail ce que j'attends pour le sujet et la bibliographie. OK? C'est bon? Oui, c'est bon, professeur. OK, je pense que c'est clair et ça suffit pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un bon week-end, un bon jour férié. Profitez ces temps pour lire l'œuvre de la dissertation si vous n'avez pas encore commencé. Et c'est ça. D'accord? À la semaine prochaine. Et merci de votre attention. Merci, professeur. Au revoir. Au revoir. Merci, professeur. Au revoir. Merci. Merci, prof. Merci.